Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Mon nom est Martin Meunier, je suis directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa et je vous dis bienvenue donc à cette table ronde sur le financement des universités francophones au Canada. Le temps d'une réforme est-il venu? Point d'interrogation. Nous avons d'excellents intervenants aujourd'hui, mais tout de suite, j'aimerais passer la parole à ma collègue euh, Mme Martine Lagacé, vice-rectrice associée à la recherche. Martine, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Martin, chers collègues. Mesdames, Messieurs, les représentants des ambassades d'Algérie, de la France, de Haïti, de la République du Soudan, des honorables membres du Sénat, distingués invités, chers représentants des différents paliers de gouvernement de la communauté universitaire francophone pan-canadienne, acteurs, actrices et défenseurs de la francophonie universitaire, chers collègues, chers panélistes, soyez les bienvenus à cette seconde table ronde virtuelle du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, laquelle porte sur le financement des universités francophones au Canada. Permettez-moi tout d'abord de débuter, en tant que vice-rectrice à la recherche de l'Université d'Ottawa, de rendre hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de la terre sur laquelle se situe l'Université d'Ottawa. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date unissant ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il y a 3 jours, nous célébrions la Journée internationale de la francophonie qui a témoigné de manière vibrante des multiples facettes de la sphère francophone à travers le monde, en Amérique du Nord et chez nous ici au Canada. Un tel rayonnement de la francophonie est certainement le fruit du désir, mais aussi des efforts quotidiens de centaines de millions de citoyens du monde qui s'attachent à partager un même territoire linguistique composé d'expressions culturelles multiples. Préserver et développer ce patrimoine linguistique et culturel est bien entendu ce qui nous anime tous et toutes ici aujourd'hui. Mais nous sommes conscients que cette capacité collective à transmettre et à véhiculer les savoirs en français doit s'ancrer dans une réalité opérationnelle. C'est pourquoi nous sommes rassemblés encore une fois et très nombreux aujourd'hui pour débattre d'une question épineuse et pourtant cruciale pour l'avenir de la francophonie canadienne, à savoir la question du financement des universités canadiennes francophones et bilingues. Un financement dont dépend irrémédiablement la pérennité de l'enseignement supérieur et bien sûr celle de la recherche en français à travers le Canada. Pour rappel, il y a une dizaine de jours, nous nous réunissions déjà autour d'un premier panel de membres du corps professoral des universités Laurentiennes et de Sudbury qui sonnaient l'alerte sur la situation critique de leur université. Force est de reconnaître que la région du nord de l'Ontario n'est pas la seule à traverser une période de turbulence et de questionnement de fond, et nos panélistes affiliés aux universités de l'Alberta, de Moncton, de Toronto et de l'Université d'Ottawa ne manqueront pas d'apporter à cette discussion une perspective transcanadienne en croisant les modèles de financement de leurs universités respectives. Cette discussion qui touche au nerf de la guerre, à savoir comment assurer un financement adéquat et pérenne de nos institutions d'enseignement et de recherche universitaire francophones, en particulier dans un contexte linguistique minoritaire et d'exigences de performance économique auxquelles ces institutions sont de plus en plus assujetties. Or, nous le savons tous et toutes, pour pouvoir continuer à porter haut le flambeau de la francophonie dans les institutions postsecondaires francophones hors Québec, il faut non seulement réaffirmer le rôle et l'impact de l'éducation postsecondaire en français pour la survie et le rayonnement des communautés francophones, mais aussi s'assurer que les différents paliers de gouvernement garantissent des ressources qui soutiennent ces ambitions dans un contexte technologique qui évolue à vitesse grand V. Les enjeux de recrutement, de rentabilité en milieu minoritaire et la création de partenariats ne sont d'ailleurs que quelques-uns des thèmes que nos 5 panélistes aborderont au cours de cet échange. Je vous remercie donc encore une fois de prendre part à cette importante discussion. Je remercie les panélistes et je cède maintenant la parole à mon collègue Martin Meunier, notre directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone. Mesdames et messieurs, excellente table ronde à vous. Merci beaucoup, Martine, pour cette introduction substantielle qui met bien la table à notre première invitée, en fait. Elle est bien connue, nous la connaissons tous dans le milieu de la francophonie. Elle rayonne partout. Il s'agit de Geneviève Tellier, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences sociales en études politiques à l'Université d'Ottawa. Madame Tellier s'intéresse à l'étude des politiques budgétaires et des finances publiques des gouvernements fédéraux
pardon, non, fédérales et provinciaux, ainsi qu'à l'étude des institutions démocratiques et des acteurs politiques en matière de choix budgétaires. Elle est également directrice de l'axe recherche en finances publiques au Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa. Geneviève, je te laisse la parole. Merci, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, premièrement, à Martin Meunier de m'avoir invité à participer à ce panel, à mon avis, extrêmement intéressant et important. Je suis aussi très privilégiée d'être en compagnie d'excellents panélistes qui vont certainement pouvoir vous raconter plus précisément ce qu'ils vivent sur le terrain. Et ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de brosser un portrait général des finances publiques liées avec le domaine des études postsecondaires au Canada et de lancer quelques pistes de réflexion. Alors, je me base vraiment sur le titre de ce séminaire-là, « Le temps est-il venu d'effectuer une réforme ?» Je vais proposer des idées. Certains vont peut-être provoquer, d'autres non, mais c'est juste pour lancer la discussion. Si vous le permettez, je vais partager mon écran parce que j'ai effectivement j'ai quelques PowerPoints que j'aimerais présenter avec vous. Je vais juste voir si ça fonctionne. Oui, je pense que ça va aller. Ça ne sera pas long. Et voilà. Mon propos va essentiellement aborder la question du financement fédéral. Par contre, je suis très consciente que le financement des universités, la gestion des universités, c'est de compétences provinciales. Par contre, il y a une des dimensions importantes qui ont cours au Canada qui me semble incontournable et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à la présence du gouvernement fédéral. Il y a plusieurs choses que je vais dire à propos du gouvernement fédéral qui s'appliquent aussi aux provinces. Donc, il faut le voir de façon assez générale et assez globale et le voir un peu, comme je disais tantôt, comme une source d'inspiration. Pourquoi le fédéral est important en matière de financement post-universitaire, post-secondaire? Premièrement, parce que le gouvernement fédéral, depuis très longtemps, exerce un pouvoir de dépenser. Et donc, ça fait très longtemps qu'il y a du financement fédéral qui se fait auprès des universités. Et tout récemment, à mon avis, c'est une nouvelle tendance, c'est la question des droits, de la protection des droits linguistiques qui devient de plus en plus importante en matière d'éducation postsecondaire. C'est-à-dire que l'éducation a toujours fait partie des revendications en matière de protection des droits linguistiques, mais on le voyait, à mon avis, essentiellement au primaire, au secondaire. Mais depuis quelques années, il y a quelque chose qui se passe pour le financement postsecondaire. À mon avis, la création de l'Université de l'Ontario français en est une manifestation importante. Je ne continuerai pas à élaborer sur ce thème. Je pense que j'ai d'autres confrères qui sont plus compétents en la matière, mais je pense quand même que c'est une dimension importante à mentionner. Avant, par contre, d'aborder directement le financement fédéral, je voudrais juste apporter votre attention sur une dimension provinciale. Je vous ai créé un petit tableau ici. Peut-être que tout le monde ne verra pas complètement. Un petit tableau pour présenter la situation dans les provinces. Je n'irai pas en détail. Si on a le temps plus tard, peut-être je pourrais le faire. Mais juste pour vous montrer un aspect du financement provincial, ici, je vous montre les frais de scolarité dans chacune des provinces. Pour des soucis d'uniformité, je m'intéresse juste au programme de sciences humaines. C'est plus facile à comparer d'une province à l'autre. Et ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il y a des variations importantes entre les provinces et dans le temps aussi. Alors, chaque province est libre de décider des frais de scolarité sur son territoire. Va le faire pour plusieurs raisons. Une des raisons étant le gouvernement en place, donc ça peut fluctuer à travers le temps, mais ce n'est pas la seule raison, il y a d'autres raisons. Par exemple, le niveau de richesse d'une province va influencer le mode de financement. Fait que je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ça, mais c'est juste pour vous montrer les disparités provinciales, puis ça, il faut toujours garder ça en toile de fond. Je vais arriver au financement fédéral. Je vous ai préparé un petit graphique à partir de l'information disponible auprès de Statistique Canada. Les sources de financement. Alors, je vais juste m'intéresser aux sources de financement. Qui finance quoi pour l'éducation postsecondaire? La majorité du financement provient des provinces. Vous avez 35% des budgets totaux des universités canadiennes qui sont financés directement par les gouvernements provinciaux.
c'est la composante la plus importante, mais ce n'est pas un 80 là. Comme vous voyez, c'est 35 c'est même pas la moitié des dépenses qui sont financées directement par les gouvernements provinciaux. En deuxième lieu, vient les droits de scolarité. Alors, ce que payent directement les étudiants, c'est près de 30 du financement total. Et ensuite, vous avez le gouvernement fédéral, 10 à peu près du financement des provinces. Au total, en 2018-2019, c'est la dernière année disponible, les budgets des universités correspondaient à 41 milliards de dollars au Canada. Ce qui serait intéressant, c'est de comparer ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. Donc, je vous présente les chiffres de 2000 en rouge, je vous les compare avec ceux les plus récents. Et ce qu'on peut apercevoir, encore une fois, je m'excuse si le graphique n'est pas complet, la part des provinces a diminué significativement. Auparavant, les provinces finançaient 43 des budgets des universités. Maintenant, c'est à 35. Les droits de scolarité ont augmenté de façon appréciable. Ils sont passés de 18 à 29 donc 20 à 30 Mais le gouvernement fédéral, c'est resté relativement la même chose. Donc, lorsqu'on se pose la question, que fait le gouvernement fédéral dernièrement, au cours des dernières années en matière de financement postsecondaire, les choses n'ont pas vraiment changé. Oui, il y a eu une augmentation du budget total. Si vous le voyez d'ailleurs, le budget est passé de 16 milliards à 41 milliards. Par contre, ça représente une augmentation annuelle en moyenne de 2 ce qui correspond à l'inflation. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une augmentation faramineuse de la part en général, des budgets des universités et pas de la part non plus du gouvernement fédéral. Juste rapidement, il y a d'autres sources de financement qui n'ont pas tout à fait changé. Là. Il y a eu quelques petites variations, mais pas vraiment. En général, on pourrait dire qu'à peu près 10 des budgets proviennent de dons et subventions donnés par soit des entreprises privées, des particuliers ou des organismes à but non lucratif. Revenu de placement, c'est relativement stable. Vente de produits et services aussi, c'est à peu près la même chose, légère augmentation. Que fait le gouvernement fédéral dans ses financements? Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que l'essentiel est consacré à la recherche. Alors, tout ce qui est financement du CRSA, CRSNG en santé, le Fonds pour l'innovation aussi, alors les chaires du Canada, tout ça monte à peu près à 70 En baisse, si vous voulez, c'est à 76 il y a 20 ans, c'est 70 La catégorie haute est quand même importante, autour de 30 Qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas trop, mais je vous dirais que je pense que les programmes d'appui à la francophonie probablement seraient dans cette catégorie-là, ce qui vient de la part du gouvernement fédéral. Ça, c'est le budget, c'est les dépenses, ou enfin le financement en argent, je dirais sonnant et trébuchant. Alors, l'argent que versent différents acteurs dans la société aux universités postsecondaires. Maintenant, est-ce que c'est tout l'argent qui est versé par le gouvernement fédéral? La réponse est non. Alors, le graphique précédent que je vous ai montré, c'est l'argent qui est versé directement aux universités. Mais vous avez aussi des fonds qui sont versés directement aux provinces dans le cadre des transferts fédéraux, des transferts canadiens en matière de programmes sociaux, qui est quand même un montant important. Et ensuite, vous avez d'autres fonds qui sont versés, peut-être pas directement, mais qui ont une valeur monétaire. Alors, vous avez des fonds qui sont versés aux particuliers, on pense aux étudiants, les prêts et bourses par exemple, les bourses aussi pour les stages, il y a des bourses aussi pour les communautés autochtones. Mais vous avez autre chose aussi, vous avez les fameux crédits d'impôt qui sont importants, qui s'élèvent à un montant important. C'est de l'argent auquel renonce le gouvernement fédéral parce qu'il donne un cadeau, si on peut dire. Il donne une récompense si on a des comportements qu'on juge intéressants. Alors, les crédits d'impôt, j'ai dit que c'était les parents qui les obtenaient. Des fois, ça peut être les étudiants. Alors, vous avez les crédits d'impôt pour l'épargne éducation, les crédits d'impôt pour études, pour les frais de scolarité, pour les manuels scolaires, intérêts sur les prêts et bourses, bourses d'études, etc. Vous avez aussi des crédits d'impôt pour les chercheurs, notamment les chercheurs étrangers qui viennent s'établir au Canada. Ils vont être exonérés en partie de l'impôt. Et vous avez aussi des crédits d'impôt aux organismes et les entreprises, par exemple sur les dons faits aux universités, sur la recherche, sur la création de stages aussi. Alors, si on ramasse tout ça et ces crédits d'impôt-là, bien, ça arrive à un montant substantiel. Je vais aller à ma prochaine page. En 2020, les dépenses fiscales, ces crédits d'impôt-là, c'était 4,7 milliards de dollars. Je vous rappelle que le financement du fédéral aux universités en 2019 était de 4 milliards.
Donc, on parle du même montant et même plus parce qu'il y a des montants que je n'ai pas été capable de colliger. L'information n'est pas assez détaillée. Alors, on parle du même rapport, si vous voulez, là, ce qui est donné en argent direct par le gouvernement fédéral et aussi donné d'une autre façon en dépenses fiscales. Les dépenses fiscales sont de plus en plus populaires auprès de tous les gouvernements au Canada. On observe une augmentation de leur utilisation. Les gouvernements aiment ça, des crédits fiscaux, parce que ça permet de cibler directement des populations, de récompenser des comportements. C'est très visible, alors électoralement, c'est payant. C'est payant. Malheureusement, les crédits d'impôt favorisent les contribuables les mieux nantis. Le crédit sur les frais de scolarité, par exemple, qui représente à peu près la moitié du 4 milliards de dollars, à peu près 40% de ce crédit-là est utilisé par les gens qui font plus de 250 000 dollars par année. Alors, plus vous êtes riche, plus vous bénéficiez des crédits d'impôt. Il y a une question de redistribution qui devrait peut-être se poser. Les transferts fédéraux, pour leur part, oui, sont inclus dans le transfert canadien pour les programmes sociaux. Par contre, on ne sait pas exactement comment l'argent est utilisé. Alors, on sait que l'argent est versé aux provinces, mais une fois que les provinces reçoivent l'argent, c'est un peu comme dans un gros pot là, où on va piger. Et il n'y a pas vraiment d'informations sur l'utilisation de ces fonds-là et ça pose un problème en matière de reddition de compte. Où va l'argent? Comment l'argent est distribué? On ne le sait pas trop. Les provinces ne veulent pas non plus qu'on le sache trop. Il y a vraiment un enjeu, un débat en matière de transferts fédéraux des fonds qui vont aux provinces. Pour terminer, quelques pistes de réflexion que j'aimerais vous soumettre. Les informations que je vous ai fournies, comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'informations sur le financement en matière de francophonie. Ces données-là n'existent pas de façon macro auprès de Statistique Canada ou même dans les documents officiels du gouvernement. Ce serait peut-être bon de commencer à exiger de la part de nos gouvernements de documenter le financement qui cible la francophonie. Statistique Canada vient de le faire pour d'autres secteurs de l'économie, par exemple, tout ce qui est la question des programmes selon le genre et l'inclusion. De plus en plus, Statistique Canada a un programme de recherche pour justement documenter les différences entre les hommes et les femmes, par exemple. Est-ce qu'on ne devrait pas demander la même chose auprès de Statistique Canada? Est-ce qu'on ne devrait pas non plus s'inspirer des modèles sensibles au genre que commence à mettre en place le gouvernement fédéral? Un modèle sensible au genre veut dire qu'on documente les effets, et non pas la source, mais les effets de nos politiques sur différents groupes de la société. Ça peut être les hommes et les femmes, mais ça peut être d'autres groupes, ça peut être des minorités visibles, ça peut être des gens catégorisés selon l'âge, selon le revenu, et pourquoi pas non plus commencer à penser à faire des budgets sensibles selon l'usage de la langue. Si ce n'est pas le gouvernement fédéral qui le fait, pourquoi est-ce que les communautés francophones elles-mêmes ne pourraient pas faire l'exercice? C'est-à-dire qu'à chaque budget qui sort, pourquoi ne pas documenter l'impact que cela a sur les francophones, les groupes francophones? Est-ce qu'on devrait réfléchir à l'idée de mettre des crédits d'impôt qui favorisent la francophonie? Il y aurait des avantages, mais il y aurait aussi des inconvénients. Parmi les avantages, c'est une méthode très populaire auprès des gouvernements, ça se met en place rapidement. On voit les effets rapidement aussi, on cible des catégories précises. Les inconvénients, par contre, on rentre un peu dans le clientélisme. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va faire quand on veut parler de protection des groupes? La question se pose. Autant que c'est facile à mettre en place, autant c'est facile à enlever. Et donc, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut que créer un certain clivage? Et enfin, toute la question de la recherche francophone. Comment documenter la recherche francophone? Ce n'est pas juste le nombre d'inscriptions qui est important, mais c'est aussi comment faire la recherche sur la francophonie par des francophones. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi des questions en matière d'incitatifs sur lesquelles on pourrait réfléchir? Alors, je vais terminer ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Geneviève Tellier, pour cette présentation qui met la table aux autres conférenciers, qui va certainement être un support pour nos discussions. J'aimerais donc présenter rapidement le prochain intervenant. Il s'agit d'un intervenant très connu par la francophonie canadienne. Il s'agit du professeur Normand Labrie, qui est professeur titulaire de sociolinguistique au département de Curriculum Teaching and Learning à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario de l'Université de Toronto. En 2018, je le rappelle, il a été nommé recteur par intérim de l'Université de l'Ontario français. Il est membre de la Société royale du Canada et du conseil d'administration du
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Normand Labrie, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Martin. Merci au Collège pour cette invitation et salutations à tout le monde. J'ai fait le tour des écrans tout à l'heure. Je vois beaucoup d'amis qui sont présents. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Alors, je vais commencer en rappelant les missions de l'université, ces 3 missions essentielles, l'enseignement, la recherche et les services à la collectivité. Comment sont-ils subventionnés? L'enseignement principalement par les subventions gouvernementales, provinciales et par les frais de scolarité. La recherche principalement par les organismes fédéraux, mais aussi de façon peut-être moindre, mais quand même par des fonds provinciaux. Et incluant des frais indirects de recherche qui doivent être défrayés par les universités. Souvent, les subventions de recherche paient les frais directs de la recherche, l'emploi d'assistants de recherche, les frais pour mener la recherche comme telle, mais il y a beaucoup de frais indirects qui sont d'avoir des équipements, d'avoir des locaux, d'avoir des services comptables, tous les services administratifs. On évalue ces frais indirects entre 40 et 60 %. Or, les frais indirects payés par les organismes fédéraux ou provinciaux sont beaucoup moindres que les coûts réels. Ensuite, les services à la collectivité sont très peu subventionnés. C'est presque du bénévolat que la communauté universitaire fait à ce niveau-là. Il y a des exceptions. On a vu avec le financement par le gouvernement fédéral il y a 2 ou 3 ans du Carrefour francophone dans le cadre de l'Université d'Ontario français, qui était donc l'aspect service à la collectivité qui a été subventionné directement par un palier gouvernement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les manques à gagner pour assumer les frais indirects de recherche qui ne sont pas couverts et les services à la collectivité sont puisés dans les budgets de fonctionnement qui, normalement, seraient allés à l'enseignement. Et donc, là, je pense qu'il y a un endroit où regarder comment faire pour mieux équilibrer les choses. Les universités se trouvent dans un contexte global et qui a évolué au cours des dernières décennies, massification de l'enseignement postsecondaire à travers le monde, incluant ici en Ontario, avec une augmentation des effectifs. L'augmentation des effectifs a servi de façon temporaire en fait, c'est une solution temporaire qui creuse le déficit davantage parce que comme les revenus associés à l'accueil d'étudiants domestiques n'augmentent pas, même ont diminué quelque peu, et que les coûts augmentent pour la formation. Alors, c'est une solution qui permet de passer à travers quelques années, mais qui n'est pas une solution à long terme. Tout le néolibéralisme, où l'enseignement postsecondaire devient une commodité plus qu'un bien commun. La mondialisation avec différents effets. D'un côté, les classements internationaux qui font en sorte que la valeur de la formation dans une université qui est bien classée augmente et donc on est prêt à payer plus cher de frais de scolarité comme étudiants internationaux. Ça a un impact sur la possibilité d'embauche de profs excellents aussi, puisqu'on peut mieux les payer. Ça peut avantager certaines universités francophones qui se classent bien, les grandes universités, mais ça peut aller au détriment aussi des petites universités qui n'apparaissent pas dans les classements. Et il y a l'immigration aussi, la stratégie d'immigration qui est liée à la mondialisation, où le Canada voit recherche une immigration de gens avec une formation déjà avec une bonne préparation professionnelle et qui peuvent contribuer à l'apport de l'économie. Du côté francophone, c'est sûrement un élément important à garder en considération. Et où là, il y a peut-être eu un retard peut-être par rapport à l'ensemble des universités au pays. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là nous mène sur un continuum entre l'université bien commun, je dirais à gauche, ou commodité à droite. Et là, on peut placer l'aiguille où l'aiguille se déplace, mais je pense qu'au cours des ans, elle a tendance à se déplacer vers commodité. Et c'est un peu l'objet de mes propos. Madame Tellier a rappelé le cadre constitutionnel dans lequel les universités se situent avec un partage des compétences fédérales provinciales. C'est des universités publiques, quand on parle d'universités francophones, donc à but non lucratif, qui doivent équilibrer leur budget. Et les dernières analyses que j'avais faites au moment de l'Université d'Ontario français, c'est que le coût de revient par étudiant par année est d'environ 25 000 $ en Ontario.
Alors, former un étudiant au niveau du baccalauréat chaque année coûte à l'université 25 000 $, mais il y a une augmentation des frais d'opération annuels liés à l'inflation et donc du coût moyen de formation per capita. Et par contre, les revenus sont à la baisse du côté domestique. Et donc, on peut voir que l'aiguille bouge progressivement vers la droite sur cette échelle-là. Alors, un moyen de combler ce manque à gagner-là est en admettant davantage d'étudiants internationaux parce que c'est moins réglementé en Ontario. Parlant de l'Ontario, comme on vient de voir, la part relative des subventions gouvernementales pour les budgets de fonctionnement des clés provinciales, le gouvernement provincial, c'est environ 30 %. À l'Université de Toronto, c'est présentement 20 % et ça a déjà été 80 il y a fort longtemps, mais maintenant on est à 20 %. Et puis ça suit une tendance qu'on a vue aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Les frais de scolarité ont été gelés, réduits de 10 % il y a 2 ou 3 ans et gelés pour 3 ans. C'est super pour les étudiants. Ça nous fait penser que l'aiguille revient un peu plus vers du côté gauche, vers le bien commun. Par contre, le manque à gagner qui est apparu pour les universités n'a pas été compensé par une subvention gouvernementale accrue. Autrement dit, on a maintenu l'aiguille à la même place sur cette échelle-là. Et l'effet, c'est que les universités ont dû se serrer la ceinture et puis réduire des services ou réduire dans la qualité de la formation. On se demande, est-ce qu'il y a une réforme doit avoir lieu? Elle a déjà lieu en Ontario. Si la réforme, elle est continue. On a un modèle très complexe de financement des universités en Ontario avec plusieurs types d'enveloppes. Et depuis quelques années aussi, on a introduit l'idée de contrat de performance pour les universités où là, la subvention per capita d'étudiants à former va prendre moins d'importance et c'est plus l'atteinte d'objectifs que l'université se fixe qui va contribuer à maintenir ces budgets versés par le gouvernement provincial. C'est pas très clair pour moi si l'enveloppe va être augmentée sensiblement, probablement au rythme de l'inflation, tout simplement. Et est-ce que les sommes qui ne seront pas touchées par les universités qui n'atteignent pas leurs objectifs seront redistribuées à celles qui les dépassent? Ça non plus, ce n'est pas très clair pour moi. Alors, dans ce contexte-là, on peut voir que l'aiguille, à nouveau, tend à aller vers la droite du côté commodité davantage que bien commun. Cette année, avec COVID, le Conseil des universités d'Ontario a estimé que les universités ont un manque à gagner de 500 millions de dollars en raison de pertes de revenus ou de dépenses additionnelles causées par la pandémie. Et le gouvernement provincial a annoncé 106 millions qui vont être consentis prochainement. Alors ici, à nouveau, il y a un trou de 400 millions où les universités vont devoir se serrer la ceinture et piger dans les réserves, dans les fonds de réserve, ou encore à diminuer les services ou la qualité de la formation pour pouvoir combler ce déficit-là sur les quelques années à venir. Alors, s'il doit y avoir une réforme, ce que j'allais dire, c'est deux choses. Reconnaître l'importance stratégique de la formation, de la recherche et des services à la collectivité. Et on l'a vu maintenant avec COVID, à quel point les universités jouent un rôle central et crucial. Alors, c'est une question de société de savoir est-ce qu'on valorise l'existence de cette capacité qui se trouve dans les universités pour le développement économique, pour l'emploi, pour tout le côté social, pour le maintien de la santé et des santé physique et mentale des populations. Aussi, je pense qu'on doit avoir un débat public sur la formation universitaire en tant que bien commun versus commodité. Et ça c'est un débat qui doit impliquer les gouvernements, mais pas uniquement les gouvernements, aussi la société civile, payeurs de taxes et les familles qui payent les frais de scolarité, les payeurs de taxes qui n'ont peut-être pas d'enfants, mais qui bénéficient de l'existence d'une main-d'œuvre formée, de recherche qui peut être menée quand on en a besoin et de services à la collectivité en cas de crise comme aujourd'hui. Alors, plutôt que de voir le financement de façon monolithique et de demander une tarte au gouvernement, je pense qu'on peut décomposer les éléments du financement des universités. Alors, au niveau du gouvernement provincial,
ce serait bien, à travers ces débats-là, de ramener l'aiguille vers la gauche le plus possible comme université bien commun, à travers des subventions gouvernementales de fonctionnement qui reflètent cette idée-là. Gouvernements provinciaux pourraient investir davantage en recherche, incluant fournir des frais indirects de recherche réels, subventionner des services à la collectivité assumés par les universités qui ne sont pas financés présentement, financer des infrastructures dans le cadre de la relance économique du virage vert. Les universités seraient un endroit approprié pour accueillir ces nouvelles infrastructures-là et ouvrir davantage les programmes de bourses d'études supérieures aux étudiants internationaux. Il existe avec les bourses de l'Ontario des bourses pour étudiants étrangers, mais très peu. Au niveau du gouvernement fédéral, mise en œuvre du rapport Naylor, investir dans l'avenir du Canada, consolider les bases de la recherche au pays. Beaucoup de programmes ont été faits depuis 3 ans en termes de financement de la recherche. Il a été augmenté, mais la mise en œuvre du rapport Naylor demanderait d'aller plus loin encore en termes d'investissement. Défrayer les frais indirects de recherche réels pour alléger les dépenses de fonctionnement qui sont censées servir à l'enseignement. Augmenter le nombre de bourses pour étudiants internationaux également du côté fédéral et subventionner aussi les infrastructures universitaires dans le cadre de la relance économique et du virage vert. Et subventionner les services à la collectivité francophone notamment, à l'instar de ce qui a été fait avec le Carrefour pour l'Université de l'Ontario français. Et en dernier lieu, au niveau de l'immigration, faciliter l'obtention des visas pour étudiants, des permis de travail-études, des permis de travail post-diplomation et accélérer le statut de résident permanent parce que ça, c'est des incitatifs pour les étudiants étrangers à venir. Et du côté francophone, il y a un besoin énorme à faire de ce côté-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le financement n'est pas monolithique. La réforme est déjà en cours. L'aiguille tend à se déplacer vers la droite si on regarde les indicateurs des dernières années plutôt que vers la gauche, plutôt vers la commodité que bien commun. Et en décomposant les éléments de financement, on peut opérer à différents niveaux. Puis, je pense qu'il faut impliquer aussi non seulement les paliers gouvernement, mais la société civile dans ce débat, en fait, qui pose la question, est-ce que les universités sont des services essentiels selon leurs 3 missions? Et est-ce qu'il s'agit d'un bien commun ou d'une commodité? Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Normand Labrie, pour ce rappel. On pourrait dire d'une histoire plutôt longue du financement, puis au fond des grandes tendances actuelles. Merci d'avoir placé aussi cette mise en contexte plus large. J'aimerais donc maintenant donner la parole à un autre qu'on connaît bien ici à l'Université d'Ottawa. Il s'agit de Denis Prudhomme, qui est recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton depuis 2020. Auparavant, Denis Prudhomme était vice-président associé à la recherche et le directeur scientifique de l'Institut de recherche de l'hôpital Montfort, mais aussi le doyen de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa de 2002 à 2012. Alors, cher recteur, je vous donne la parole. Votre micro. Désolé, passé habitué après 1 an. Donc, alors, merci Martin, puis bonjour chers collègues. Et je voudrais commencer peut-être en exprimant mes sympathies, mon support surtout à mes collègues de l'Université Laurentienne. Mais ça nous rappelle que tous les institutions francophones en situation linguistique minoritaire, nous sommes tous à risque de vivre cette situation-là s'il n'y a pas des actions précises qui se prennent dans les prochains mois, les prochaines années, puisque c'est juste une question de temps, puisqu'on a tous des déficits opérationnels, structurels, qui ont des impacts là, sur les 3 fonctions que le collègue Labrie a mentionnées. Donc, je vais vous faire un peu un cas d'espèce par rapport à l'Université de Moncton. Je vous rappelle que depuis les 10 dernières années, le niveau de financement des gouvernements, comme Geneviève l'a mentionné, tant provincial que fédéral, est en moyenne d'à peu près 0,7 % par année.
Donc, vous pouvez imaginer qu'avec des augmentations de salaire, des conventions collectives qui se situent davantage autour de 1,5 et l'inflation pour soutenir nos infrastructures, ça ne prend pas un comptable très aiguisé pour s'apercevoir qu'on fait le droit vers un déficit budgétaire et donc c'est très difficile de maintenir un équilibre budgétaire. Je tiens aussi à rappeler que depuis 2011, l'Université de Moncton a fait des coupures de l'ordre qui cumulent maintenant de l'ordre de 30 millions de dollars. Donc, il y a eu vraiment des coupures, même si ces coupures-là ont été beaucoup plus silencieuses, moins publicisées, puisque chaque année, l'université doit trouver le moyen de générer entre 2 et 3 millions de dollars par année pour couvrir les frais d'inflation, les frais des augmentations salariales. Ce qui fait en sorte que l'université, pour cette année, on avait un déficit annuel de 6 millions avec un déficit accumulé de 10 millions, ce qui est le plus haut taux de déficit jamais enregistré par l'Université de Moncton à date. Évidemment, la COVID n'a pas aidé avec des coûts additionnels qui se sont mis à ce niveau-là. Évidemment, on a mis en place un plan de redressement budgétaire pour retrouver l'équilibre en 2022-2023, mais ce qui va nous laisser quand même un déficit important. Je rappelle que l'Université de Moncton a été mise en place pour augmenter l'accès aux études universitaires postsecondaires au niveau des Acadiens et des Acadiennes et que ça demeure toujours la priorité de l'université, malgré ce coupure-là, de préserver la qualité de la formation, l'excellence en recherche puis l'innovation. Donc, comme c'était mentionné par Geneviève, au Nouveau-Brunswick, l'université est subventionnée de l'ordre de 70-75% de subventions gouvernementales. Maintenant, on se rapproche davantage du 60-65% à ce niveau-là. Également, comme jeune université, on n'a pas une réserve financière qui était accumulée pour pallier au déficit annuel, malgré qu'on a un fonds en fiducie qui a atteint cette année au-delà de 100 millions. 99% de ces fonds-là sont dédiés à soutenir financièrement nos étudiants, donc un fonds de bourse de l'ordre d'à peu près 7 millions par année qui sont offerts. Alors, le seul moyen pour l'université à court terme d'équilibrer son budget, c'est d'augmenter ses frais de scolarité qui ont été gelés pendant une certaine période de temps. Mais je vous rappelle que j'aime bien mentionner que les coûts les frais de scolarité les plus élevés étaient fonction du niveau du statut économique des provinces, ce qui est le contraire au Nouveau-Brunswick, puisque on est la deuxième droit de scolarité les plus élevés dans une province qu'on dit malheureusement en fait le moyen, pour ne pas dire parmi les plus pauvres au niveau des provinces canadiennes. Donc malgré ça, on a dû, pour raison de fiducie responsable, je dirais, d'augmenter les frais de scolarité. Mes collègues ont dû faire ces choix difficiles-là. Et les frais de scolarité à l'Université de Moncton ont augmenté de 20% dans les 3 dernières années. Et donc, ça atteint à peu près ça, 30% là, des frais à ce niveau-là. Même si nos frais de scolarité sont parmi encore les plus bas parmi les 3 autres universités du Nouveau-Brunswick, plus on augmente nos frais de scolarité, plus faire en sorte que ça amène les étudiants à être en mesure de faire un choix, puisque la question financière n'est plus avantageuse pour eux de venir à l'Université de Moncton. Et donc, ils sont peut-être plus tentés de poursuivre leurs études en anglais, soit du côté des provinces de l'Atlantique, ou même de se déplacer vers l'Université du Québec et l'Université d'Ottawa. Je rappelle qu'un déplacement d'une centaine d'étudiants francophones du Nouveau-Brunswick vers le Québec ou l'Université d'Ottawa, c'est un grain de sable sur le plan financier pour ces institutions-là. Mais pour l'Université de Moncton, c'est la différence entre sa survie et le maintien de l'université avec une vitalité financière à moyen et long terme. Donc, évidemment, on se doit de trouver des stratégies alternatives si on veut maintenir la vitalité financière, puis d'offrir le maximum de programmes auxquels doit assumer l'Université de Moncton du fait que c'est la seule université francophone au Nouveau-Brunswick. Donc, on doit offrir une panoplie de programmes qui ont effectivement des taux d'inscription qui sont variables dans le temps. On sait que les demandes varient, sont parfois cycliques à ce niveau-là. Et il faut s'éloigner également
des coupures systématiques transversales qui a été effectuée au fil des ans de 2-3% par année. Et donc, on est rendu à un niveau où on doit faire des choix ciblés. Je rappelle aussi, contrairement à la croyance populaire, que les taux d'administration sont très élevés dans les universités avec ces coupures de 30 millions-là. Au fil des ans, les frais administratifs sont de l'ordre d'à peu près 6% à l'Université de Moncton. Si on ajoute les frais administratifs académiques, c'est un 13%, donc c'est à peu près 20%. Alors, on peut voir que les portfolios des administrateurs ont été réduits et augmentés de façon considérable. Évidemment, une grande partie de ce problème-là est due à la décroissance des élèves du secondaire. Le Nouveau-Brunswick est une population vieillissante avec un faible taux de natalité qui a à peine à combler la mortalité. Et donc, depuis 2010, on observe une baisse d'environ 20% des diplômés francophones des écoles secondaires. Donc, c'est à peu près 2% par année. C'est au-delà de 7000 étudiants de moins dont l'université a accès ou peut leur proposer de poursuivre leurs études au niveau de l'université. Heureusement, l'université est en mesure de combler une partie de ces déficits-là par une augmentation substantielle des étudiants internationaux. On parle d'à peu près une augmentation de l'ordre de 65%. Mais si on veut que l'Université de Moncton demeure une université acadienne, une université francophone, on se doit de maintenir un équilibre, s'assurer de faire la promotion de la culture acadienne à ce niveau-là. Donc, évidemment, on a mis en place des stratégies pour maximiser le recrutement, la rétention des étudiants francophones qui viennent du secondaire à l'université. Et on fait très bien. Considérant qu'on pense qu'à peu près 30% des étudiants qui graduent au secondaire ont le potentiel de faire des études postsecondaires, l'Université de Moncton en attire 34%. Donc, on fait le maximum pour maintenir chez nous nos étudiants à ce niveau-là. Évidemment, en termes de qualité d'enseignement, les petites universités, les universités de moyenne taille, on a peu de gains d'échelle lorsqu'on vient le temps d'offrir nos programmes, de même que les différents services qu'on se doit d'assumer, que ce soit les services médicaux, les services de santé mentale, de support à l'apprentissage. Évidemment, on se doit de les offrir pour être compétitifs envers nos autres universités. Mais pour ça, on le fait avec beaucoup moins de ressources. Donc, encore une fois, dans les 10 dernières années, on pense à peu près entre 90 et 100 postes, que ce soit administratifs ou professoraux, qui ont dû être coupés. Et présentement, on a une cinquantaine de profs, de postes qui ne sont pas régularisés si on veut équilibrer le budget. Donc, on peut penser que dans un avenir rapproché, que les facultés sont un peu à bout de souffle pour être en mesure de maintenir l'offre des programmes actuels de la façon qu'on les fait actuellement. Donc, évidemment, on doit se repositionner. Si la pandémie nous a apporté des solutions, l'offre de cours en ligne est possiblement un des outils qui va nous aider à faire des gains d'efficience au niveau de l'offre de nos programmes, particulièrement en lien avec nos 3 campus, où on peut mettre en commun des ressources. On va devoir également, entre les institutions francophones canadiennes, avoir des dialogues pour faire du partage d'expertise, particulièrement dans nos cours à faible effectif, pour être en mesure de maintenir l'offre de certains programmes à des coûts moindres. Et donc, je crois que c'est à ce niveau-là, en grande partie, que les gouvernements pourraient nous aider à très court terme en investissant dans des infrastructures pour nous doter de la technologie de haute pointe nécessaire à ce partage d'expertise à travers les institutions canadiennes et évidemment à moyen et long terme d'augmenter leur financement pour stabiliser la vitalité au niveau de l'université. Une des choses par contre, qu'on doit être fier, c'est on sait que les universités contribuent de façon importante à la vitalité, non seulement de la langue française au niveau du Canada, au niveau de la province,
mais également, on assume notre rôle pour la société en général. Je peux vous mentionner que 87% de nos diplômés travaillent au Nouveau-Brunswick et 75% travaillent dans leur région d'origine, ce qui est un défi présentement pour la province de remeubler ou d'augmenter la vitalité dans les différentes régions de l'Acadie. Donc, à ce niveau-là, l'Université de Moncton est, suite à un rapport très récent qui a été déposé la semaine dernière par la province, est l'université dont les diplômés demeurent le plus et travaillent le plus dans la province, et ça dans tous les sphères, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'économie, de l'administration, de l'enseignement et même dans le domaine du génie. Donc, on peut, évidemment, on peut se rallier à s'appuyer sur les étudiants internationaux pour nous aider non seulement en termes d'amener de la recherche, de diversité, d'enrichir le curriculum de l'ensemble des étudiants, mais également aussi de participer au recrutement par l'immigration francophone que le Nouveau-Brunswick a grand besoin. Mais je vous rappelle que le Canada émet au total 250 permis d'études par année, mais que 85% de ces permis-là sont dédiés aux grandes provinces comme le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Donc, encore une fois, une politique centraliste là, de nos gouvernements, puis que 15% seulement de ces permis-là sont distribués pour les autres provinces. S'ajoute à ça un taux de refus qui est nettement supérieur pour les Africains francophones, qui est la grande provenance de nos étudiants, dont le refus est de l'ordre de 80% comparativement à 4% par exemple pour les étudiants asiatiques. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, dont les ressources financières insuffisantes pour les gens africains, mais je crois qu'il y a du travail à faire par le gouvernement fédéral pour nous donner accès à davantage d'étudiants. À l'Université de Moncton, on reçoit 4000 demandes d'étudiants étrangers par année. On fait des offres à tout près de 2500. À peine 8% vont s'inscrire à l'automne, en raison, entre autres, de ces défis d'accès à des permis. Donc, je conclue en disant qu'il est grand temps que le gouvernement fédéral augmente sa contribution financière aux institutions postsecondaires francophones hors Québec, en particulier dans le cadre de son enveloppe sur la loi sur les langues officielles. Ça, non seulement pour assurer la vitalité financière des institutions francophones, en particulier une des universités les plus importantes hors Québec, l'Université de Moncton, mais également pour s'assurer de la vitalité des communautés francophones en contexte linguistique minoritaire partout au Canada. Merci bien. Merci beaucoup, Dr. Prudhomme. Merci pour cette mise en place et ce rappel très important de voir que les universités contribuent à la vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire. C'est perdre une université pour un milieu Moncton, Sudbury ou encore l'Alberta, c'est, à mon avis, perdre, ou du moins mettre en danger la vitalité même de ces communautés-là. Merci bien pour ce rappel. Et je vais donc de Moncton, on passe cette fois-ci au campus Saint-Jean avec Pierre-Yves Moquet, qui, je le présente rapidement, qui est professeur titulaire et doyen du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il est coprésident de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, l'ACUFC. Madame Brouillette, sa présidente, est ici. Bien, bonjour. Et du Consortium national de formation en santé, le CNFS. À l'Université de Regina, il a été directeur du département de français, fondateur et directeur du Centre canadien de recherche sur les francophonies minoritaires et du Canadian Institute for Peace, Justice and Security et vice-doyen à l'enseignement et à la recherche. Ma foi, vous avez travaillé beaucoup. Pierre-Yves Moquet, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Meunier. Merci au Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Merci à mon ami Éric d'avoir organisé avec vous, M. Meunier, ces tables rondes qui sont particulièrement importantes, surtout dans le contexte actuel.
Et puis merci à la mise en contexte de Madame Légacé, de Madame Tellier, de Normand Labrie et de Denis Prudhomme. J'ai bien peur que mes remarques soient d'un autre ordre. Les remarques qui ont été faites jusqu'à présent étaient essentiellement, et vous me pardonnerez cette expression, de nature technique, budgétaire. J'aimerais placer mes remarques dans une autre dimension en quelque sorte. Le premier point que j'aimerais faire, c'est d'abord de vous dire que, à mon sens, on ne peut pas amalgamer les défis auxquels font face à l'heure actuelle certaines institutions francophones en contexte minoritaire, comme par exemple l'Université Laurentienne ou l'Université de l'Ontario français ou le Campus Saint-Jean. Il y a incontestablement des points communs, mais je crois qu'il faut éviter de faire le genre d'amalgame que les médias ont tendance à faire, parce qu'il s'agit de situations qui sont extrêmement distinctes et différentes. Cela dit, il est incontestable que toutes ont en commun d'être tributaires d'enjeux politiques. Et ça, c'est une chose que jusqu'à présent, nous n'avons pas véritablement abordée et qu'il me semble absolument nécessaire d'aborder de manière assez, je dirais, assez carrée. Que des enjeux politiques autour de questions reliées à la dualité linguistique canadienne et au rejet au sein de certains segments de la population canadienne, et je suis assez bien placé pour le savoir en Alberta, de cette dualité linguistique canadienne qui est pourtant essentielle à ce qu'est le Canada. Le deuxième point que j'aimerais faire, c'est d'abord de replacer le Campus Saint-Jean dans son contexte historique actuel, contexte historique et contexte actuel. Juste une petite note aussi entre parenthèses, on a beaucoup parlé jusqu'à présent, de manière tout à fait appropriée, du bien commun, pour dire que le plan stratégique de l'Université de l'Alberta s'intitule « For the Public Good », pour le bien commun. Il a été publié dans les deux langues. Et donc, il y a tout de même, de la part de certaines universités, une certaine prise de conscience de l'importance de ce genre de choses. En même temps, les réductions budgétaires absolument astronomiques infligées par le gouvernement albertain en ce moment sont telles que le bien commun, je t'avoue que je ne vois pas où il se situe, puisque en 3 ans, l'Université de l'Alberta va subir des ponctions d'environ 40%. Et qu'un millier de personnes sont à l'heure actuelle en train d'être licenciées par l'Université de l'Alberta. Alors, quel est le contexte historique qui a donné naissance au Campus Saint-Jean? C'est un accord qui a été signé en 1976 entre le gouvernement de l'Alberta, l'Université de l'Alberta et à l'époque, les Oblats de Marie-Immaculée qui possédaient le Collège Saint-Jean. Il a été décidé, plutôt que de créer un collège affilié ou une université fédérée à l'Université de l'Alberta, que le Collège Saint-Jean deviendrait une faculté. Et donc, la faculté Saint-Jean est ainsi née, effectivement, en 1977. Depuis lors, et en particulier depuis les 20 dernières années, je dirais, l'accord n'a été respecté ni dans son esprit ni dans sa lettre, ni par particulièrement le gouvernement de l'Alberta, ni par l'Université de l'Alberta. Il a été respecté à minima, je dirais. Et donc, depuis 20 ans en particulier, depuis 20 à 25 ans, le Campus Saint-Jean fait constamment face à des problèmes budgétaires qui sont extrêmement sévères. Quel est le contexte actuel? Incontestablement, le Campus Saint-Jean est le jouet des politiques qui existent à l'heure actuelle, les politiques fédérales provinciales. Le gouvernement provincial est tributaire d'un électorat, comme je dis, qui rejette la dualité linguistique canadienne et donc en très mauvaise posture financière à l'heure actuelle. L'incertitude permanente depuis 20 ans des finances du Campus Saint-Jean, le gel des financements du gouvernement fédéral à peu près depuis la même époque, un gouvernement provincial qui refuse d'honorer son engagement de contrepartie financière. Ça, je pourrais rentrer dans de longs détails, mais ça fait par exemple que
plusieurs millions de dollars sont depuis maintenant plusieurs années bloqués au niveau fédéral parce que le gouvernement provincial refuse de remettre sa contrepartie pour faire en sorte que l'argent soit libéré. Le gouvernement provincial utilise plusieurs fois, ce que je trouve particulièrement intéressant, les mêmes dollars en disant que sa contribution a déjà été faite par l'intermédiaire du Campus Alberta Grant qu'il remet à l'Université de l'Alberta. Et donc, alors que l'accord de 1976 stipule que le gouvernement de l'Alberta devrait contribuer à un certain nombre de financements en contrepartie de ceux qui viennent du niveau fédéral. Et puis, le campus Saint-Jean devient une sorte de balle que se renvoient les différents paliers de gouvernement, ce qui, bien entendu, est assez difficile à prendre. Alors, quelle est la position de l'Université de l'Alberta à l'égard du campus Saint-Jean? Contrairement à la réalité autochtone, où l'Université de l'Alberta s'est positionnée comme elle devait le faire, aucun positionnement institutionnel à l'égard de la dualité linguistique canadienne n'existe. Le fait français, la francophonie canadienne, la dualité linguistique sont avant tout perçus comme un ajout quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'il faut bien mettre quelque part. Le campus Saint-Jean est traité comme toute autre faculté, au sens où il reçoit un financement qui vient de l'université qui, en quelque sorte, canalise le financement qui vient de la province. Comme vous l'avez peut-être entendu dire, il a été question face aux réductions budgétaires du gouvernement de l'Alberta de même, à un moment donné, de démanteler le campus Saint-Jean, parce qu'il est évident que ça coûte plus cher, étant donné que c'est un campus séparé, ça coûte plus cher que ce qui se passe au sein de l'université même, et puis en plus parce qu'il fonctionne en anglais. La décision a été prise que le campus Saint-Jean deviendrait une faculté autonome, sans que l'on nous dise exactement ce que ça veut dire. Toujours beaucoup de mystères à ce sujet-là, et sans qu'il n'y ait véritablement de reconnaissance, même si c'est quelque chose qui existe, que le campus Saint-Jean est composé de 3 unités académiques, une faculté, un centre collégial et une école de langue, les 2 derniers qui ont énormément de mal à avoir une place à l'intérieur d'une grande université de recherche comme l'Université de l'Alberta. Donc, le campus Saint-Jean est, depuis presque 20 ans, dans une situation de grande instabilité budgétaire, ce qui oblige à faire des économies sur le dos largement du personnel, de manière à mettre de l'argent de côté pour pouvoir prévenir chaque année des déficits budgétaires. Alors, l'objectif de l'université, c'est très évident, c'est de faire rentrer le campus Saint-Jean à l'intérieur d'une case préétablie. Or, étant donné la caractéristique même de ce qu'est le campus Saint-Jean, il ne rentre pas à l'intérieur de cette case, donc une grande partie des problèmes actuels. Et puis, l'exercice de restructuration à laquelle l'Université de l'Alberta est en train de se livrer sur le modèle australien, ou le modèle anglais, est une restructuration qui a révélé la profondeur de l'ignorance de l'université, de la communauté universitaire à l'égard du campus Saint-Jean, puisque la majorité des personnes impliquées dans cette restructuration n'avaient jamais compris que le campus Saint-Jean fonctionnait en français. Pensaient qu'on donnait quelques cours de français, mais que c'était à peu près la seule chose. Alors, ça vous donne quand même une idée un peu de l'incompréhension, en dépit des efforts qui ont été ceux de mes prédécesseurs et de moi-même depuis que je suis en poste en 2014. Alors, mon 3e point, qui est mon dernier point dans cette communication, si vous voulez, cette présentation, c'est comment s'en sortir. Comment est-ce que l'on peut en sortir de cela? Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attacher particulièrement à des chiffres, parce que je pense que ça doit se situer à un autre niveau, parce que je pense qu'il s'agit d'une question, avant tout, de question de principe. Et je veux vous donner à ce moment-là ce qu'est ma perception des choses. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est peut-être pas adéquate,
mais néanmoins, je voudrais partager ça avec vous. Ma perception, c'est que le Canada est encore dans une position à l'égard du français qui est, en fin de compte, relativement colonialiste. Le Canada est en particulier perpétuellement coincé dans des procédures de nature légale et dans des schémas de pensée de nature procédurale en raison de son modèle constitutionnel qui, bien entendu, trouve sa source dans le modèle britannique et que les schémas de pensée qui existent, même dans les communautés francophones, même au Québec, mais surtout en milieu minoritaire, sont des schémas de pensée d'origine britannique. Cela tend à privilégier, je pense, le pourrissement des situations et un désengagement au niveau du leadership. Parce qu'il est trop facile de se retrancher derrière des procédures légales et d'attendre que ces procédures légales soient mises en place. Donc, cette manière de faire, ce que j'appelle ce désengagement, où il n'y a pas de leadership qui est mise en action, par exemple de la part d'une université comme l'Université de l'Alberta, où depuis 6 ou 7 ans que j'y suis, où j'ai beaucoup parlé du fait que, attention, un de ces jours, l'université va se faire traîner en justice, ce qui maintenant est le cas puisque la CFA a intenté un procès à l'Université de l'Alberta. J'en suis maintenant arrivé à me dire que non, en fin de compte, tout le monde s'y attendait et tout le monde trouve que c'est bien parce qu'en fin de compte, ça permet d'éviter de prendre des décisions. Ça permet d'éviter de prendre des décisions et puis d'attendre que les tribunaux le fassent, même si ça prend 10 ans et même si ça va jusqu'à la Cour suprême. Donc ce choix conscient ou inconscient, comme je viens de le dire, évite de prendre des responsabilités et c'est une des choses que je trouve le plus inquiétante. Pourquoi est-ce que quelque chose a été fait, en particulier à l'Université de l'Alberta, dans le cas des Autochtones? C'est précisément parce qu'il y a eu la commission Vérité et Réconciliation et que cela a forcé en quelque sorte l'université à sortir d'une attitude purement légale pour adopter une position beaucoup plus morale. Et que donc certaines choses devaient être faites et que donc le financement venait d'un changement d'approche de ce contexte particulier. Alors, comment s'en sortir? Bon, idéalement, ce serait de passer, comme je l'ai dit, d'une responsabilité qui est essentiellement légale et se cache, à mon sens, derrière les instances légales, vers une responsabilité morale. Il me semble que l'Université de l'Alberta, comme toutes les provinces canadiennes à l'heure actuelle, ont une responsabilité morale en ce qui a trait à la dualité linguistique canadienne. Et donc, c'est une dualité qu'ils devraient mettre en place. Pratiquement, d'abord, il y a toute la question de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et une des choses qu'il me semble essentiel de mettre en place, c'est avant tout un principe d'asymétrie. Pas de symétrie, mais d'asymétrie. Que continuer à mettre sur le même plan, et pardonnez-moi, mes amis du Québec, et je suis à l'origine professeur d'études québécoises, tout en étant français, une des choses qui pour moi est essentielle, c'est de ne pas constamment mettre sur le même plan la minorité francophone de l'Alberta ou de la Saskatchewan et la minorité anglophone du Québec, qui, un point de vue institutionnel, a bien des avantages. Il faut aussi, me semble-t-il, ce qui n'est pas fait du tout, prendre en compte le profil changeant de la communauté de langue française, et pas seulement avec l'objectif de se protéger de poursuites légales, mais parce que les principes d'équité, de diversité et d'inclusivité le commandent, le nécessitent. C'est absolument essentiel. Parce qu'autrement, la société canadienne va en pâtir à long terme. Et puis, bien entendu, il est absolument impératif que le niveau fédéral prenne la responsabilité des institutions postsecondaires en contexte minoritaire, sur la base d'une loi modernisée sur des langues officielles et sur la base que ces institutions jouent un rôle fondamental. Alors, je reviens à ce qu'a dit Denis Prudhomme auparavant, jouent un rôle fondamental dans la vitalité de la dualité linguistique canadienne et contribuent de manière absolument disproportionnée à cette survivance. Quatrièmement, que la question de cette vitalité de la minorité de langue officielle soit entérinée une bonne fois pour toutes dans la Constitution, avec tous les droits et privilèges, afin d'éviter que les minorités de langue française au Canada ne soient perpétuellement
en train de devoir justifier leur existence. Alors, ce que je voudrais, et je parle ici non seulement en tant que doyen du campus Saint-Jean, mais également en tant que coprésident de la CEFC, c'est présenter l'idée d'états généraux. Autrement dit, si il y a eu la commission Vérité et Réconciliation pour les questions autochtones, s'il y a eu une commission royale d'enquête avec Laurent Danton en ce qui concerne la loi sur les langues officielles, il me semble que le moment est venu d'avoir des états généraux, alors que l'on appelle une commission royale, que l'on appelle une commission ou autre, je ne sais pas, mais quelque chose que la CEFC a décidé de faire, décidé d'organiser, qu'elle va bientôt annoncer, qui est un processus de consultation sur l'avenir du postsecondaire francophone au Canada. Et je voudrais dire que c'est quelque chose qui fait suite à quelque chose, à une initiative limitée à l'Alberta et à l'ouest du Canada, qui avait été prise à l'époque par John Johnson, qui était président de la CFA. Donc, ce genre de consultation générale est, à mon sens, essentiel. Conclusion, pour moi, il semble qu'il est absolument indispensable de s'extraire du syndrome de la minorisation. Alors, si vous voulez, j'en reviens au genre de considérations qui sont celles de mon collègue, tout d'un coup, François Paré, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas confondre minorité et minorisation. Or, nous sommes dans une mentalité de minorisation, du moins, je pense, en Alberta, dans les prairies, en tout cas, je ne sais pas ailleurs. Et donc, cette mentalité de minorisation a tendance à mener à l'autodévoration. Nous nous dévorons entre nous, parce que nous ne savons pas comment nous lever, nous révolter contre ce qui se passe. La tendance à la défensive et la tendance à jouer selon les règles du pouvoir anglo-saxon dominant, orienté vers le légalisme. Il faut commencer par se sortir de cela. Alors, merci de m'avoir écouté. Mon intervention est sans doute plus militante que ce qui a été présenté jusqu'à présent, mais c'était quelque chose que je tenais à faire parce que je voudrais terminer là-dessus en disant que je suis venu au Canada pour faire mon doctorat en études québécoises parce que je suis tombé amoureux de la littérature québécoise. Quand je suis parti dans les prairies à l'université de Regina, j'ai découvert qu'il y avait des francophones dans les prairies. Et je suis tombé amoureux de cette capacité de ces communautés francophones en milieu minoritaire à conserver leur langue, à conserver leur culture, de génération en génération, dans une situation d'extrême minorité. Maintenant, pour moi, être doyen du campus Saint-Jean signifie un passage à l'action, si vous voulez, d'essayer de mettre en pratique certaines des choses, même si c'est loin d'être facile. J'ai encore 15 mois dans mon mandat de doyen. Ensuite, je prendrai ma retraite. Mais c'est quelque chose que je tenais à faire. Je voulais vous donner ce contexte-là. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Pierre-Yves Baquet. Et sachez que les propos, même plus militants, sont très bienvenus ici, d'autant plus que votre mise en place est un rappel essentiel des principes qui nous réunissent tous ici en ce moment. Mon dernier intervenant est non le moindre, il s'appelle Sani Yaya. Il est professeur donc et vice-recteur international et francophonie de l'Université d'Ottawa, professeur titulaire à l'École de développement international et mondialisation et titulaire de la chaire Sangor en santé et développement. Le professeur Yaya a également été professeur invité à l'Université d'Oxford, a séjourné à plusieurs autres institutions, dont l'Université Harvard, Johns Hopkins et de l'Université de New York. Cher Sani, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Martin. Je voudrais bien évidemment remercier le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone pour l'initiative de cette table ronde. Le sujet est important et le moment opportun pour les raisons que nous savons tous. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire le soutien de l'Université d'Ottawa à nos collègues de l'Université Laurentienne en ces temps
que je sais difficile. Et mes pensées vont bien entendu au campus Saint-Jean pour la situation qui est la sienne. Et je voudrais de nouveau réaffirmer que l'université sera à vos côtés. Le doyen Moquet le sait et nous l'avons indiqué publiquement, évidemment, en août 2020 dernier. Vous me permettrez, évidemment, avant d'aller plus loin, de remercier professeur Tellier, professeur Labrie, le recteur Prudhomme qui m'a embauché en tant que prof, ça je tiens toujours à le dire, et le doyen Moquet pour la qualité de leurs interventions. C'est toujours un défi de passer en dernier dans une table ronde aussi relevée que celle qui nous occupe. Je vais essayer d'être bref et de faire de mon mieux afin de dire quelque chose d'intelligent face à des têtes bien faites et bien pleines, je dirais. Alors, pour commencer, je vais peut-être rappeler l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois, qui proclame une chose simple mais fondamentale. Toute personne a droit à l'éducation. Autrement dit, l'accessibilité égalitaire à l'éducation constitue donc un élément intrinsèque, je crois, de droit fondamental. Ceci implique donc que l'éducation est un bien commun, on en a déjà parlé, puisqu'elle doit être accessible à tous pour ce qui est de la formation de base et en pleine égalité selon les talents pour ce qui est de l'enseignement supérieur. Dans le monde entier, comme vous le savez, les pays organisent leur système d'enseignement supérieur en fonction de diverses traditions et conceptions de ce qu'est le bien public. Et pour cette raison, les enjeux dont nous débattons aujourd'hui, dont ceux liés évidemment au financement de l'enseignement postsecondaire, de mon point de vue, restent éminemment des enjeux politiques. Et ça, le doyen Moquet l'a très bien souligné. Alors, je me propose d'articuler mon intervention autour de trois principaux enjeux. Le premier est étroitement lié à celui de la vitalité des communautés francophones et de l'attractivité du postsecondaire en français. On le sait, l'avenir des communautés francophones et acadiennes du Canada passe par l'éducation, comme en témoignent d'ailleurs les chaudes luttes constitutionnelles au fil des ans, et les importants acquis pour les ayants droit des écoles primaires puis secondaires au pays. L'histoire l'a très bien documenté. Et je voudrais aussi rajouter que la littérature sur les acteurs de la vitalité linguistique des communautés en contexte minoritaire met très clairement en évidence le rôle que jouent justement les institutions d'enseignement, non seulement comme lieu de socialisation primaire, mais aussi comme mère de toutes les autres institutions de l'ensemble de la société civile. En effet, c'est l'école qui constitue le socle de toutes les institutions, les organisations sociales qui exercent un leadership dans la communauté. Les ingénieurs, les travailleurs sociaux, les médecins, les avocats, les journalistes, bref, les leaders de demain ont généralement reçu leur formation de base à l'école de leur communauté. Dans les sociétés modernes, les leaders de la société civile proviennent souvent de diplômés d'études postsecondaires qui sont des lieux de socialisation primaire. Vous l'aurez sans doute compris, l'enjeu semble désormais se situer dans la droite ligne du continuum en éducation, soit le postsecondaire. En effet, à quoi bon faire ses études primaires et secondaires en français si des élites de la communauté doivent ensuite s'exiler pour faire leur formation universitaire en anglais ailleurs? Donc, c'est toute la capacité d'innovation, les possibilités de croissance économique, de prestation des services sociaux, et j'en passe, dont il est question ici. Et dans le contexte de décroissance démographique et de déséquilibre linguistique dont on parle depuis des lunes, on sait que l'avenir de la francophonie canadienne nécessite que nous puissions offrir des programmes universitaires en français qui soient attrayants non seulement pour les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants, qui viennent enrichir
la société canadienne, mais aussi pour ces milliers de francophones et francophiles qui sont issus de programmes d'immersion en français mis en place à travers le pays. Le second enjeu dont je voudrais vous entretenir porte évidemment sur le rôle, et c'est en ça que j'ai beaucoup aimé l'intervention du doyen Moquet, le rôle des divers paliers de gouvernement. Geneviève aussi en a parlé au début de sa présentation. Donc, le rôle de ces différents paliers de gouvernement dans le maintien d'un modèle d'éducation novateur qui tire sa légitimité de l'histoire, du droit et de la complexité de la société canadienne. Je vais plus particulièrement parler de la société ontarienne. Alors, le rôle du gouvernement fédéral, il est essentiel et je dirais même crucial. Dans un contexte où, on l'a vu très bien avec la présentation de Geneviève, les gouvernements provinciaux procèdent à des réductions budgétaires dans le financement des universités depuis de nombreuses années. Et la part du gouvernement fédéral, justement, en éducation est relativement restée constante pendant toutes ces années-là. Et les universités qui offrent des programmes d'enseignement en français en situation minoritaire sont plus vulnérables aux exercices d'optimisation budgétaire auxquels se livrent les gouvernements provinciaux, qui sont les premiers responsables de l'éducation. En continuant de faire la sourde oreille au sous-financement des universités francophones et bilingues au pays, les universités n'ont pas d'autre choix que d'amortir leurs coûts, et c'est souvent sur le dos des étudiants, et je dirais des étudiants francophones. L'histoire de l'enseignement postsecondaire en Ontario et dans plusieurs autres provinces à l'échelle du pays offre une longue liste d'exemples où des restrictions budgétaires ont été appliquées aux universités qui offrent des programmes en français sans égard à leur vulnérabilité ni aux droits des communautés francophones en situation minoritaire. Et c'est pourquoi je crois que le gouvernement fédéral joue un rôle particulièrement important sur le plan de la reddition de comptes des transferts fédéraux du programme de langue officielle dans l'enseignement, le PLOE, dont on parle souvent, dans un contexte où beaucoup de provinces ne lui rendent pas des comptes sur la façon dont ces sommes sont dépensées, ce qui se rend réellement aux institutions d'enseignement postsecondaire en français est souvent difficile à clarifier. Et à cet égard, je ne peux que saluer la volonté de la ministre Mélanie Joly d'entamer des discussions directement avec les universités qui offrent des programmes en français afin de discuter évidemment de nos besoins qui sont très criants. L'avenir, à mon avis, de la francophonie canadienne en dépend énormément. Je crois pour ma part que le temps est venu de promouvoir la continuité de l'interprétation progressiste de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui énonce des droits des communautés minoritaires de langue française à recevoir une éducation de qualité dans leur langue. Nous en sommes aujourd'hui à un important carrefour où il urge que cette interprétation s'étende à l'enseignement universitaire en français et de ce fait, afin de permettre de bénéficier d'un appui du gouvernement fédéral en raison de ses responsabilités constitutionnelles dans la protection des francophones en situation minoritaire. Alors, ça va dans le sens de ce que le doyen a dit plus tôt. Pour moi, l'enjeu, il est moral et il est politique. Le dernier enjeu dont je souhaitais vous entretenir pour terminer, c'est vraiment, évidemment, celui sur le modèle, les modèles de financement pour l'enseignement postsecondaire en français en milieu minoritaire, notamment dans un contexte technologique en rapide évolution. Les institutions d'enseignement qui offrent des programmes en français nécessitent qu'on leur octroie, à mon sens, un statut de protection particulier. Non seulement sur la responsabilité d'offrir ces services, mais aussi sur les moyens de les offrir. L'un ne va pas sans l'autre, sinon c'est leur demander de réaliser une mission quasiment impossible. Si je prends le cas de l'Université d'Ottawa, nous avons demandé, obtenu avec fierté en 2015, la désignation de notre institution en vertu de la loi sur les services en français de l'Ontario.
Celle-ci protège évidemment une série de programmes académiques au premier cycle, ainsi que certains services aux étudiants. Cependant, l'Université d'Ottawa n'a non seulement reçu aucune bonification de son financement pour suivre les coûts de l'inflation depuis 2009, mais en plus, en 2019, comme vous le savez, le gouvernement ontarien a imposé aux universités des réductions de l'ordre de 10% des droits de scolarité canadiens. Nous avons dû faire des efforts titanesques pour maintenir les programmes en français et soyons francs, ce sont en partie nos efforts pour attirer les étudiants internationaux et les rendements de nos revenus de placement qui nous ont vraiment permis de sauver les meubles. Et donc, c'est une situation temporaire qui ne saurait durer éternellement. Notons au passage que l'université reçoit le même niveau de financement du programme des langues officielles en enseignement depuis 2009. Si on tient compte de l'inflation, de la progression des salaires et des autres coûts depuis 11 ans, on comprendra que la situation n'est pas tenable, même à très court terme. Alors, les universités qui offrent des programmes en français en situation minoritaire méritent donc un financement stable qui suit l'inflation et les besoins technologiques dont bénéficiera l'ensemble de la francophonie canadienne. Ce que nous proposons, c'est que soit développer une formule de financement qui tient non seulement compte du nombre d'inscriptions, du nombre d'étudiants, mais aussi des infrastructures et des services pour bien appuyer cette population étudiante francophone dans sa persévérance scolaire et au développement des compétences dont le marché du travail et les activités de recherche ont besoin. Cette formule de financement devrait aussi tenir compte de l'évolution rapide des technologies qui demandent des investissements majeurs sur une base continue afin que nos institutions demeurent compétitives devant l'attractivité des universités majoritaires de langue anglaise. De plus, ces technologies d'appui à l'enseignement et à la recherche nécessitent des adaptations et des traductions en français, qui demandent elles aussi des investissements supplémentaires que les institutions majoritaires n'ont pas à faire. Alors, pour terminer, je m'en voudrais de ne pas mentionner l'importance primordiale d'appuyer nos activités de recherche en français. Geneviève en a aussi parlé, parce que non seulement en est-il une question de droit pour les chercheurs francophones de travailler dans leur langue avec des outils de qualité en français, mais aussi de pouvoir réaliser des recherches qui touchent aux véritables enjeux de la francophonie canadienne et internationale. Il faut donc avoir le courage de réfléchir à la course de l'excellence en recherche et de la valorisation du financement des organismes subventionnés canadiens qui, nous l'espérons, continuera de donner une place croissante aux demandes des chercheurs francophones et aux enjeux qui touchent à la francophonie. Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce que le temps file et laisser place aux échanges et aux discussions. Merci. Merci beaucoup, Sani Yaya, pour ces propos très avisés et ces pistes de réflexion. On commence à en dessiner plusieurs. Écoutez, vous avez parlé plus longuement que prévu, mais ce n'est pas grave. C'était fort intéressant pour chacun d'entre vous. J'aimerais peut-être prendre une quinzaine, une vingtaine de minutes pour prendre des interventions. Alors, ce que je vous propose simplement, c'est d'écrire vos questions ou encore simplement de lever la main et puis de poser la question. C'est comme vous le désirez. Alors, je vais, en attendant que les gens se dégourdissent, poser une première question à tous les panélistes. J'aimerais savoir, en fait, c'est une question qui me turlupine depuis un certain temps, c'est-à-dire que devant la précarité croissante on va dire, de l'université en français ou en milieu bilingue, est-ce qu'il y a vraiment plusieurs initiatives qui sont prises concernant le partage de programmes, soit de recherche ou encore d'études, et où en sommes-nous sur ces questions-là pour pouvoir faciliter, au fond, la transmission des connaissances? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Oui, Sani?
Moi, je peux y aller. Je crois qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours, du moins en ce qui concerne l'Université d'Ottawa. Nous travaillons évidemment depuis quelques mois avec nos partenaires parce que les temps sont difficiles, on en convient, et la nécessité vraiment d'alliance au sein de notre grande famille francophone m'apparaît essentielle. Du côté de l'Université d'Ottawa, nous avons entrepris il y a quelques mois un rapprochement, je dirais, stratégique avec nos partenaires du milieu de l'enseignement postsecondaire francophone en Ontario, notamment, de façon à mutualiser davantage nos ressources. Et j'en parle parce que nous travaillons, par exemple, depuis un certain temps avec le Collège universitaire dominicain, avec l'Université de Hearst, avec l'Université Laurentienne, l'Université Saint-Paul, l'Université Sudbury aussi, je crois, York, et évidemment l'Université de l'Ontario français, à la mise en place d'un consortium interuniversitaire pour l'enseignement et l'apprentissage en ligne en français. Et comme je l'ai annoncé il n'y a pas longtemps dans le cadre d'une de mes interventions, ce projet, évidemment, ne vient pas régler totalement la question de l'accès à l'enseignement en français en Ontario. Mais je crois qu'il a le mérite de plonger les institutions d'enseignement francophones et bilingues dans une nouvelle ère que je qualifie là, de co-développement et de promotion d'espaces d'échange et de partage plus équilibrés. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de choses-là. On dit toujours que l'union fait la force. Le doyen Moquet parlait dans son intervention vraiment d'une situation là où on se bat les uns contre les autres, une espèce de cannibalisme qui ne dit pas son nom. Et je crois qu'il faut vraiment évoluer vers un nouveau modèle de mutualisation, de mise en commun, de partage, parce que finalement, ce qui nous rassemble est plus important et plus fort que ce qui nous divise. Alors, c'est vraiment juste un exemple là, que je voulais partager avec vous. Merci, merci Sani. Peut-être, M. Moquet, vous vouliez dire un mot? Oui, très brièvement, merci beaucoup. Effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire le professeur Yaya, au sens où nous avons une relation avec l'Université d'Ottawa, par exemple, en ce qui concerne la médecine, en ce qui concerne le droit, avec l'Université de Moncton également, que nous essayons depuis quelques années d'activer. La difficulté vient de notre côté. Donc cette mutualisation, elle est absolument essentielle, incontestablement. Elle doit se développer davantage. En même temps, je pense qu'il y a pour moi une question de principe qu'il ne faut pas oublier, qui est celle que nous ne devons, tout en adoptant un certain nombre de stratégies que la technologie actuelle, les cours en ligne, etc., nous permet de faire, je pense qu'il faut continuer à résister et à présenter d'autres mesures de manière à ce que les institutions francophones en milieu minoritaire ne soient pas acculées à reculer, si vous voulez, mais puissent continuer à s'imposer comme des éléments absolument essentiels de la vitalité des communautés francophones et le faire de manière très active. Merci, merci. Je avais une question de Mme Brigitte Leblanc. Vous pouvez poser votre question. Oui, merci pour cette intéressante discussion. Je voudrais revenir un peu sur ce que le recteur de l'Université de Moncton disait aussi sur plutôt le recteur de l'Université de l'Ontario français, l'aspect savoir si l'éducation est un investissement par rapport à si c'est quelque chose de sociétal et si c'est un droit, etc. Je me pose la question, avec la richesse que le Canada est globalement, c'est comment ça se fait-il qu'au Canada, on paye encore en 2021 des droits d'inscription pour aller faire des études universitaires, alors que des pays comme l'Allemagne, la Finlande, la Suède et d'autres pays européens ont réussi à rendre des études universitaires gratuites. Donc là, il faudra avoir une réflexion sociétale. Qu'est-ce qui se passe au Canada qu'on ne parvient pas aussi
pour notre jeunesse à rendre ces études gratuites. Et là, où est l'investissement public? Où est la volonté politique de le faire? La petite joke que je dis, ce serait peut-être d'avoir une première ministre pour faire le changement. Parce que c'est là où les madames sont depuis première ministre que ça a changé. Même le Chili a les études gratuites. Même le Chili. Le Canada n'est pas capable de faire ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Merci, Oui, merci. oui, je peux répondre. Normand Lallery veut répondre. Allez. Oui, je vais commencer à répondre. Tout d'abord, ce qui est différent de la France, par exemple, c'est que l'enseignement universitaire est de compétences provinciales. Alors, il y a très peu de possibilités de stratégies communes à travers les provinces. Et ensuite, il y a peut-être des traditions. Je compare souvent le Québec et l'Ontario. Les frais de scolarité sont moins élevés au Québec qu'en Ontario. Et on a encore vu en 2012 un gouvernement tomber sur sa proposition d'augmenter les frais de scolarité parce que la jeunesse québécoise se mobilise il a fait à plusieurs reprises lorsqu'il a été question d'augmenter les frais de scolarité au niveau universitaire. Lorsque le gouvernement de l'Ontario a augmenté dans le passé les frais de scolarité ou a permis leur augmentation, les étudiants ont travaillé d'arrache-pied pour gagner plus d'argent pour pouvoir assumer les frais de scolarité sur une base individuelle plutôt que de se mobiliser. Alors, je pense que à travers le pays, on a quand même des différentes approches, une différente histoire, et d'avoir une base nationale commune, c'est plus compliqué que dans d'autres pays. Ceci dit, vous avez raison, et je le mentionnais, il faut revenir constamment avec ce débat public sur les idéologies. Est-ce qu'on veut comprendre l'accès aux études postsecondaires comme étant un bien public au bénéfice de toute la société, ou est-ce que c'est une commodité que certains peuvent se payer ou pas? Je faisais référence plutôt à l'Allemagne qu'à la France. En Allemagne, l'université dépend des Länder. Donc, c'est exactement le même système. Oui, il y a un système fédéral. Et là, il y a une différence en Allemagne peut-être entre l'introduction d'universités privées qui est arrivée il y a une quinzaine d'années environ. Il y a davantage d'universités privées qu'au Canada. Ouais. Je pense que mais il y a mais il y a une conférence des ministres de l'Éducation aussi, je pense, qui s'entendent sur cette idée de l'enseignement universitaire. La différence, c'est qu'il y a une cancellerie, une madame qui est à la charge. C'est ça la différence. D'accord. Geneviève, tu voulais dire un mot et après, Oui, on passera à la question de Yves. Pour répondre, oui, à la question de Mme Leblond, je pense qu'il y a une dimension culturelle dans cet aspect-là. Malheureusement, on est aussi les voisins des Américains. Alors, quand les Canadiens se comparent aux frais de scolarité américains, on trouve que ça revient à moindre coût. Donc, ça aussi, ça vient un peu influencer le débat. La question de la gratuité des frais de scolarité à l'université, je veux dire, c'est depuis le rapport apparent au Québec dans les années 60 qu'on en parle. À chaque fois que vous écoutez Guy Rocher parler sur la place publique, lui aussi, la question de la gratuité, on n'a pas fini notre mandat de la gratuité de l'éducation tant que l'université, les frais de scolarité ne seront pas abolis. Ce que j'aimerais dire, par contre, j'aimerais lancer une réflexion, c'est de réfléchir à l'éducation autrement lorsqu'on parle de finances publiques. Il y a une logique économique qui fait qu'on paie des frais de scolarité. Les gouvernements vont vous dire, ben moi, il faut que j'équilibre mes budgets, il faut que je trouve des sources de financement, puis je ne peux pas demander aux payeurs de taxes de tout payer pour tous les biens communs. Mais si au lieu de penser à l'éducation comme une dépense courante, comme on le fait en ce moment, puis ça rentre dans nos calculs de déficit, là, dépenses, recettes, si on mettait tout le volet éducation dans la colonne investissement, demain matin, tous les gouvernements feraient de faramineux surplus budgétaires à tous les ans. On a choisi collectivement une façon comptable, puis je m'excuse, là, c'est un peu ardu ce que je dis là, mais on a choisi collectivement une façon comptable de comptabiliser l'éducation comme étant une dépense courante, sans nécessairement penser que c'est un investissement à long terme. Si on rechangeait la façon dont on comptabilisait ces dépenses-là dans nos états financiers, on serait en très grand surplus budgétaire. Donc, il y a une réflexion à faire sur la façon
à propos de la manière dont on calcule les coûts et les revenus. L'idée d'avoir des états généraux qui se pencheraient notamment sur le financement devrait aborder cette question-là. Qu'est-ce qui est une dépense publique et comment on apparie une dépense publique avec le gain, le bien commun dont on parle, futur qu'on donne à nos générations. Et s'en tenir juste à la logique actuelle de ben, j'ai deux colonnes dans mes états financiers, j'ai des dépenses, j'ai des recettes, puis en bout de ligne, il faut que ça s'équilibre. C'est là que le débat est faussé. Il faut tout repenser ça. Il y a une réflexion financière de fonds à faire en matière d'éducation. Et là, après, on inclut la dimension linguistique. Merci Geneviève. Yves Frenette. Ma question, elle est ciblée, elle s'adresse peut-être plus particulièrement au professeur Yaya, mais ça peut être pour le reste des panélistes. Aussi, une des façons dont le gouvernement fédéral a financé la recherche dans les 20 dernières années, exactement, de 21 dernières années, exactement depuis 2000, c'est par l'octroi de chaires de recherche du Canada qui ont extrêmement fait progresser la recherche au Canada. Les universités francophones, les universités bilingues se sont vus octroyer des chaires de recherche du Canada. Ma question, c'est pourquoi dans les universités bilingues, y compris, je pense surtout à l'Université d'Ottawa ici, à ma connaissance, depuis 2000, il n'y a eu aucune chaire de recherche du Canada qui est dédiée à la recherche sur la francophonie. Juste pour dire, malheureusement, Sani Yaya a dû nous quitter. Ainsi que la vice-rectrice associée à la recherche, Mme Lagacé. Donc, les deux personnes peut-être qui auraient pu vous répondre pour l'Université d'Ottawa ne sont plus là. Mais c'est une excellente question que vous amenez là. Peut-être que les autres peuvent aussi parler des chaires du Canada dans leurs institutions respectives. Peut-être que juste un point supplémentaire, c'est que, bon, on a beaucoup parlé de ce que ne font pas les gouvernements, mais on pourrait parler, dans le cas des universités bilingues, de ce que ne font pas les universités bilingues pour la francophonie. À l'évidence. Elle restera sans réponse cette fois-ci. Pierre-Yves Moquet veut s'y lancer, alors Oui, alors je ne veux pas vraiment me lancer. Bonjour Yves. Je ne veux pas vraiment me lancer. C'est une question qui est vraiment absolument centrale. Je voulais simplement rajouter, peut-être que ça renforce dans un sens ce que vient de dire Yves Frenette, c'est que nous avons obtenu il y a maintenant 1 an et demi une chaire de recherche du Canada de niveau 2 au campus Saint-Jean. Mais il a vraiment fallu passer par un trou de souris pour réussir à le faire. C'est une chaire qui est reliée aux pratiques de la pédagogie de la terre et aux pratiques métis et autochtones dans une certaine mesure. Donc, il a fallu que l'on contourne un certain nombre de choses et qu'on fasse une certaine gymnastique pour que ce soit une chaire qui soit affectée au campus Saint-Jean, donc un campus francophone. Mais il est incontestable que la personne qui détient la chaire fonctionne beaucoup en anglais ou sinon essentiellement en anglais dans ses recherches. Donc, il y a toujours ce genre de problème qui rentre en ligne de compte. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Yves. Nous ne sommes pas suffisamment militants en ce qui concerne l'avancée ou la mise en place de telles chaires. Et puis, Madame Tellier, merci beaucoup de ce que vous avez dit, parce que je pense que ça, c'est, je veux dire, la manière, la commodification du système universitaire est quelque chose que je trouve absolument épouvantable, en tout cas effrayant à bien des titres. Le modèle australien qui s'impose en ce moment en Alberta est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, écoutez, c'est à moi de vous remercier tous et toutes, d'abord et avant tout, bien sûr, Sani Yaya qui n'est plus là, mais je le remercie, Normand Labrie, Pierre-Yves Moquet, Geneviève Tellier. Merci beaucoup pour vos conférences. Et bien sûr, Denis Prudhomme. Juste pour une petite annonce ici, pour les activités du Collège des chaires
sur le monde francophone. Le 25 mars, jeudi à 11h30, il y aura les États africains et la justice pénale avec comme invité Omar Ba, et c'est Marie-Ève Desrosiers du Collège des chaires, titulaire d'une chaire, qui l'invite. De plus, aujourd'hui même, si vous voulez poursuivre sur une autre ailleurs, c'est mise à jour en matière de services en français et droit linguistique organisée par le barreau de l'Ontario avec François Larocque, titulaire d'une chaire du Collège des chaires, et également discussion, questions et réponses sur la discrimination et les droits linguistiques le 25 mars à 18h au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, toujours avec François Larocque. Toutes ces activités sont disponibles si vous tapez simplement le Collège des chaires ou encore l'Université d'Ottawa par Twitter, LinkedIn ou Facebook. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et notons très bien, il y a certainement, ce n'est qu'un début d'une certaine manière, un début non pas du combat, mais je vous dirais de la réflexion, de bonnes idées dont ont déjà été mises sur la table. Je pense à ces états généraux et j'espère qu'on va les organiser. Vous trouverez chez moi, comme à l'Université d'Ottawa, certainement des gens très intéressés par cela et espérons de poursuivre cette discussion. Et également, vous avez certainement vu dans l'actualité que le regroupement des professeurs francophones de l'Université Laurentienne vient d'émettre un communiqué qui va peut-être changer la donne chez eux. Je pense que l'appui de la communauté francophone est importante pour cette transition et ce qui se passe à Sudbury, puisque c'est toute la vitalité de la communauté francophone de la grande région du nord de l'Ontario qui est ici mise à mal. Sur ce, bonne poursuite pour tous et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.